Avec Yenbu, allez aussi loin que vos rêves. Lorsque vous avez exigé des meubles, Yenbu vous a offert ceux de vos rêves. Et maintenant, profitez d'une offre complète. Salon, table, cuisine, salle à manger, salle de bain et chambre à coucher. De la conception par nos architectes à la réalisation, jouissez des produits faits sur mesure en fonction de vos goûts. Un bureau splendide, pourquoi pas? Ah, ça irait bien pour une salle d'attente. Chez Yenbu, profitez de la garantie offerte en fonction du meuble commandé, mais aussi d'une livraison gratuite pour des commandes de Kinshasa. En outre, Yenbu propose une franchise à tous les magasins de meubles. Pas de royalties, pas de suppléments, c'est gratuit. Un rêve qui devient réalité. Magasin usine situé à la 15e rue Limété, industriel numéro 10 à Kinshasa. Salon, table, cuisine, salle à manger, salle de bain et chambre à coucher. Le tout vous est offert par Yenbu Group. Le développement de la société congolaise implique la contribution de tous et de toutes. Les femmes qui représentent plus de la moitié de la population congolaise tentent de leur manière à contribuer pour le développement de ce pays. Alors ce soir, nous nous sommes intéressés aux femmes qui sont dans l'entrepreneuriat. Je suis Fezamika, avec moi sur ce plateau, Patricia Gisquies Virunga. Elle est responsable du Job Factory. Elle est aussi présidente de la commission des entreprises privées de placement au sein de la FEC, ainsi que Patricia Nzolantima, DG de EXP. Mesdames, bienvenue sur ce plateau. Merci. Il s'agit de l'entrepreneuriat féminin. Patricia, comment définissez-vous ce terme, ce concept? Le mot le dit, hein, entreprendre. Je pense qu'entreprendre au féminin est un peu de la même façon que entreprendre au masculin. Oui. Le mot le dit. Pourquoi on a essayé de différencier pour ajouter féminin à entrepreneuriat, sinon on aurait dû s'arrêter à entrepreneuriat tout court? Mais je ne sais pas, on veut toujours faire de ce qui concerne la femme quelque chose de nouveau, d'extraordinaire, de spécial, alors que oui, nous sommes femmes, mais bon, voilà, entreprendre, c'est entreprendre. C'est-à-dire qu'une femme qui doit entreprendre a les mêmes démarches à faire qu'un homme, faire une étude de marché, prendre des documents, etc. Donc peut-être que c'est plus particulier parce que nous, à part être entrepreneur, on a encore une vie extérieure et un travail extérieur qui concerne nos familles, nos foyers. C'est peut-être la particularité que nous avons. Donc c'est peut-être pour ça que les hommes le définissent comme quelque chose de très spécial, ce qui en effet, donc du coup, le devient. Oui. Alors pourquoi de plus en plus impliquer les femmes à cet entrepreneuriat, selon vous? Et c'est parce que c'est important que tout le monde participe. Hein. Je veux dire, je ne vois pas pourquoi est-ce que ce serait réservé particulièrement à l'homme ou non, tout le monde est dans cette communauté. La communauté est faite d'hommes et de femmes, donc c'est tellement normal que tout le monde participe à l'entrepreneuriat. Et peut-être que les femmes, pendant trop longtemps, ont été mises à l'écart. J'ai bien dit ont été mises à l'écart. Pas qu'elles se soient d'elles-mêmes mises à l'écart, mais ça a été fait comme ça par la législation, par les cultures, par les traditions, etc. Et c'est peut-être pour ça que ça paraît être quelque chose de nouveau, novateur. Mais sinon, la société est faite d'hommes et de femmes, donc il n'y a pas de raison. Puisque tout à l'heure, dans les coulisses, on discutait, vous aviez eu à nous dire que vous n'étiez pas assez nombreuses au sein même de la Fédération des entreprises du Congo à assumer des responsabilités comme vous les faites. Cela démontre suffisamment que les femmes étaient un peu désintéressées ou soit elles n'étaient pas facilement intégrées. Il y a une nuance à ce point-là. Oui, mais comme je dis, je pense que justement le but aujourd'hui, c'est peut-être ça le but de l'émission aussi, c'est de faire comprendre qu'aux femmes que bon, on ne va pas nous le donner comme ça, il faut parfois aller prendre les choses. Il faut faire nous-mêmes, il ne faut pas attendre qu'on nous dise est-ce que ça vous intéresse? C'est tout. Patricia Nzolantima, vous allez nuancer par rapport à ce qu'elle a dit ou vous ajouterez quelque chose sur la définition ou pourquoi impliquer les femmes à devenir entrepreneurs comme vous aujourd'hui? Parce que la femme a des qualités qu'elle peut apporter à l'homme dans l'entrepreneuriat et aussi parce que la femme, elle a une façon de voir les choses qui par moments est différente de la manière dont les hommes pensent. Et je pense que les deux ensemble peuvent faire que les affaires peuvent aller de l'avant. Et donc
Pour ma part, je pense que ce que Patricia a dit, elle a complété exactement ce que je devrais rajouter. Oui, et revenons sur ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé des qualités. Quelles sont ces qualités qui peuvent accompagner l'homme qui était déjà entrepreneur à peut-être améliorer ou pour que les deux puissent s'impliquer et donner des bons résultats, hommes et femmes? La femme a quelle particularité? L'intuition féminine, je dirais ça. La femme, elle a une facilité de sentir les choses. Et généralement, vous allez le voir dans votre entourage, qu'une femme dit « je ne sens pas cette personne, je ne sens pas cette affaire ». Généralement, elle a raison. Parce qu'elle est objective et elle sait prendre les choses avec beaucoup de recul en se disant « c'est vrai qu'on dit les femmes sont émotives ». Oui, mais généralement, on nous reproche oui, aussi d'être trop émotive. Oui, mais l'intuition que la femme a, l'homme ne l'a pas forcément. Et la femme, elle sent les choses. C'est comme une mère. Pour vous dire non, l'enfant est malade. Mais non, vous venez chez vous, vous dites mon fils est malade. Votre mari vous dit mais non, il a l'air d'aller bien. Non, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez pourquoi? Parce que la femme, elle a cette particularité de ressentir certaines choses que les hommes ne ressentent pas. Et donc, je pense, il y a une certaine, c'est pour ça on dit il y a une certaine complémentarité dans la manière de faire les choses entre l'homme et la femme. Alors, si aujourd'hui, il n'y a pas assez de femmes dans ce domaine d'entrepreneuriat, il y a des causes, bien sûr, et parmi les causes, il y a l'analphabétisme qui est un sérieux frein pour la femme congolaise en général. Et comment faire assez que même les femmes non instruites, parce qu'il faudrait récupérer la situation, bien évidemment, puissent s'y retrouver, ou sinon c'est déjà perdu pour les femmes qui n'ont pas étudié, comment faire assez que les générations qui sont en train de venir pour que ces générations-là soient au banc de l'école et comprennent les notions qui peuvent leur accompagner à bien sûr s'épanouir comme les femmes aujourd'hui se battent pour leur autonomisation. Il n'y a pas d'autonomisation sans passer par l'école. Hein. Tout à fait. L'éducation fait partie de la base même de la réussite d'une femme et que je pense que l'éducation doit commencer par le bas âge. Et par moments, on se retrouve dans une situation où certaines personnes n'ont pas de quoi payer la scolarité et donc préfèrent alors, dans ce cas, pousser les enfants à les aider à faire une petite affaire. Et je pense que si on arrive au point de pouvoir donner un accès facile à la scolarisation des femmes, des jeunes femmes, et je pense qu'il y aura énormément de femmes qui deviendront entrepreneurs. Pourquoi? Parce que la femme de nature, elle est très dynamique. Elle est dynamique, elle veut se surpasser. C'est très rare de voir une femme assise à attendre qu'on lui offre tout. Et par moment, comme vous dites, l'handicap, c'est lorsqu'on ne sait pas. Par exemple, vous pouvez se dire que je voudrais faire telle affaire, je voudrais aller, je ne sais pas, en Chine, à Dubaï, mais il y a beaucoup de personnes qui sont butées à un problème, mais je ne parle pas anglais, comment je vais faire? Vous voyez, il y a aussi cette peur, mais la peur est due du fait que, bon, par moment, la femme n'a pas pu avoir la scolarisation, n'a pas eu droit à l'éducation. Or, je pense qu'on doit arriver à un stade où l'éducation et hormis tous ces points qui sont tout à fait des éléments élémentaires, l'éducation, des bases, l'université, mais il y a aussi la modernisation qui pointe à l'horizon. Les femmes doivent être à la pointe, elles doivent savoir manipuler l'ordinateur, elles doivent apprendre à parler l'anglais, tout ça. Oui, mais comme vous dites, la modernisation, qui dit modernisation, mais il faut également aussi faciliter parce que la modernisation par moment ne concerne pas forcément tout le monde. Parce que vous voyez la modernisation, parce que vous le voulez. Et aussi, comme on le dit toujours, la réussite, c'est une question de choix. Mais si on donne la chance également à toutes ces personnes dès le bas âge de pouvoir avoir accès aujourd'hui dans les écoles gratuitement l'informatique, l'anglais, je pense qu'à la fin de l'année scolaire, ben, les enfants auront absolument et pourront au moins se débrouiller en quelques mots en anglais, écrire, lire, parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand on parle de l'analphabétisation, c'est parce que ces femmes n'ont pas eu accès à l'éducation. Et aujourd'hui, c'est un fléau qui est malheureusement qui est en train de prendre de l'ampleur. Et peut-être que nous devrions essayer de voir, en tant que femmes entrepreneurs, de quelle manière pouvoir remédier à ce problème pour pouvoir donner une certaine liberté à toutes celles qui ont des idées, qui veulent entreprendre, mais bon, qui sont bloquées par le fait que elles ne savent pas lire ni écrire. Donc, Patricia, les femmes analphabètes n'ayant aucune notion de prix de revient, de prix d'achat, de rigueur dans la gestion, comment elles peuvent s'en sortir selon vous? Bien, déjà, je vais revenir juste sur ce que
Patricia a dit, Oui. et peut-être vous rassurer. En fait, j'ai lu dans le journal de cette semaine, dans un journal de la place, qu'il y a le ministre qui s'occupe donc de l'école primaire avait décidé que dorénavant, en tout cas, il y aurait des ordinateurs dans les classes. Je ne sais pas à partir de quel niveau, mais je crois que c'est assez jeune. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a déjà un pas qui est en train d'être fait. Est-ce que ce sera fait pour la rentrée 2012, septembre 2012, je ne le sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça qui est fait. Et puis, autre chose que j'ai aussi lu, c'est le fait que l'UNICEF a ouvert plus de 250, 60 écoles. Donc, de nouveau, ça veut dire que tout le monde comprend que le problème est là. Le problème de l'analphabétisme est réel. Et donc, on essaye d'y parer justement en créant des écoles et en poussant plus les jeunes filles, enfin les filles, en poussant les parents à scolariser. Il y avait même une campagne lancée par le gouvernement, toutes les filles à l'école. Voilà, bon. Il y a des Il y a eu campagnes qui aussi se des lancent, résultats mais, parce voilà. qu'on a vu à l'édition passée des examens d'État où il y avait quand même une hausse par rapport à la participation des jeunes filles. Même à l'intérieur du pays, j'ai vu sur Kananga, il y a 16% en plus du taux de scolarité des femmes, donc des jeunes femmes. Il y a 16% en plus de femmes cette fin d'année qui viennent passer. Donc, vous voyez, moi, je dis aussi pas mal comme vous. Mais donc, voilà, donc je crois qu'il y a de l'espoir. Maintenant, le côté calculer les coûts, le prix de revient, etc., mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui sont dans le milieu rural, qui n'ont pas absolument été scolarisées, mais en tout cas qui nourrissent les foyers, qui produisent… Moteurs de développement dans leur secteur, dans leur village. Exactement, qui produisent. Elles ne sont peut-être pas alphabétisées, mais en tout cas, bon, en général, elles connaissent la monnaie. Elles produisent des aliments ou d'autres choses, font de l'échange, font du troc, vendent. Donc, elles y arrivent quand même. Donc, c'est un frein, enfin, c'est un gros problème. Mais à mon avis, ce n'est pas ce qui va limiter absolument la femme. Ça, je ne pense pas, parce que sinon, dans les zones rurales, il n'y aurait pas du tout de développement. Les familles ne pourraient même pas subvenir à leurs besoins, parce qu'on sait très bien dans le monde rural, il y a encore moins de travail pour les hommes qu'à la ville. Mais les familles se nourrissent, les foyers se font, et même souvent des femmes arrivent à envoyer leurs enfants à l'école avec le revenu. Donc, il ne faut pas se limiter, je veux dire, naturellement, Patricia l'a dit. La femme, je rajouterais même, ce qu'elle a de plus particulier aussi que l'homme, c'est que la femme gère beaucoup de domaines en même temps. Ça, c'est la particularité de la femme. Elle a en charge plusieurs domaines et elle les gère. L'homme est beaucoup plus spécialiste. Il sait faire une chose très bien, mais il sait faire une chose. Quand je vois ce que nous faisons pour les femmes qui sont en ménage, dans des foyers avec des enfants et autres, on a une capacité extraordinaire à manipuler tout, presque naturellement. Je veux dire, on ne se rend même pas compte. Ça, c'est être manager. Vous voyez, elles n'ont pas fait des hautes écoles. Mais voilà, ça a été fait comme ça. Ce n'est pas pour rien, justement, que souvent les femmes dirigent les foyers, ne sont pas le leader dans le foyer, mais je veux dire que souvent elles donnent l'impulsion au foyer en fait. Donc voilà, donc je ne pense pas qu'il faut la réduire au fait que parce qu'elle ne sait ni lire ni écrire, qu'elle ne va pas pouvoir y arriver. Non, ce n'est pas vrai. Maintenant, évidemment, à partir du moment où elle sait lire, elle sait écrire, c'est un plus, ça va la faire progresser, ça va permettre qu'elle puisse suivre ses enfants, ça va permettre qu'elle évolue. Vous voyez, donc c'est vraiment un plus. C'est forcément un plus, et c'est un plus pour tout le monde, pour les hommes comme pour les femmes, parce qu'il n'y a pas que des femmes, évidemment, qui sont analphabètes. Je reviens à vous, Patricia. J'ai deux Patricia sur ces plateaux, il faut le dire. Alors, nous allons recourir du côté de la réalisation pour prendre ce premier reportage sur la foire de l'entrepreneuriat féminin qui s'est déroulée au mois de mars, bien sûr, au mois de la femme. La foire de l'entrepreneuriat féminin, une immense contribution de la femme pour le développement de son pays. Dans son élan d'appropriation de la révolution de la modernité, la femme choisit de s'exprimer à travers ses œuvres. Comparativement à l'année précédente, nous avons innové avec d'autres articles, tels que les statues de femmes avec une bassine sur la tête et des palmiers. Et puis pour la vente, on a déjà commencé à vendre quelque chose. Un savoir-faire féminin qui prend sa promotion dans tous les domaines en vue d'améliorer sa contribution économique dans les milieux urbano-ruraux et surtout réduire les corvées des tâches qui la fragilisent. Ma créativité me pousse à fructifier mes activités pour ne toujours pas compter sur mon mari. Ce n'est pas ma première participation. Cependant, je souhaite un écoulement facile de mes marchandises, envie d'en amener prochainement
et aussi des outils nécessaires pour améliorer la donne. Axée sur l'autonomisation de la femme paysanne, cette 4e édition foraine suscite la curiosité et aussi la régularité dans ses réalisations. À la fois pour savoir quelles choses les femmes exposent. Ouais, je vais dire c'est très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Par exemple maintenant sur Moringa. Souvent on attend seulement le 8 mars pour faire ce genre de manifestation. Et pourtant moi je trouve que c'est très bon pour encourager la femme. Parce qu'en venant ici, on découvre beaucoup de petits métiers qui le font vraiment avec les moyens de bord. Et donc, du 5 au 15, les installations du ministère du Genre accueillent les intéressés pour cette nouvelle donne organisée conjointement par les Nations Unies et le gouvernement congolais. Patricia Nzolantima, un commentaire par rapport à ce reportage que nous venons de suivre. C'est une très très bonne idée. Comme a dit la dame que vous avez interviewée, l'idéal serait quand même de le faire au moins 3 à 4 fois par an, tous les 3 mois, afin de pouvoir permettre à ceux qui ne peuvent pas être là pendant le mois de la femme de pouvoir y aller et visiter. Parce que c'est la seule façon que, entre nous, femmes entrepreneurs, nous pourrions nous connaître. Parce que la dame, elle a si bien dit que bon, c'est dommage, on découvre tellement beaucoup de choses que nous ne savons pas. Il y a certaines choses, par exemple, que nous pouvons acheter à l'étranger. Par contre, on peut les trouver sur place, mais n'ayant pas l'information, on se dit, bon, quand on part, on en profite, on fait des provisions, sachant qu'on ne va pas en trouver au pays. Et donc, je pense que l'idéal serait vraiment de le faire régulièrement. Patricia, vous ajoutez quelque chose sur le reportage? De toute façon, toute initiative qui est prise est toujours bonne, tant mieux, mais j'ai envie d'aller au-delà. Qu'est-ce que réellement est fait pour ces femmes? C'est-à-dire que pour qu'elles arrivent à exposer ces produits-là une fois par an, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est fait par le ministère du Genre? Qu'est-ce qui est fait par la société en général? Comment est-ce qu'elles sont arrivées à faire emballer leurs produits? Comment est-ce qu'elles sont arrivées je sais pas, à cultiver, à développer, à présenter ces produits? On n'en parle pas. Donc ça veut dire que pendant l'année, elles se débrouillent pour arriver au 8 mars ou pendant le mois de mars, et éventuellement elles exposent ces produits-là. Mais quel est le suivi avant et quel est le suivi après? Est-ce qu'après on les aide à exporter leurs produits? Est-ce qu'après on les aide à ce que les produits soient même, ne fût-ce que déjà en interne dans le pays? Est-ce que ces produits, on peut les retrouver dans tout le pays? Est-ce que ça, c'est fait pour elles? C'est bien de faire exposer, c'est bien, mais si on veut soutenir la femme, on le fait réellement. Donc il faudrait qu'une politique soit mise en place justement pour encourager ces femmes. Bon, une politique, il ne faut pas absolument les politiques. Je crois qu'il faut simplement prendre, il faut des stratégies de travail. Il faut simplement décider que voilà, les femmes que nous avons vues, parce que je suppose qu'on fait le tour dans le pays, en tout cas j'espère que les autorités font le tour dans le pays, eh bien ces femmes-là, comment est-ce qu'on les soutient réellement? Je n'ai pas envie de dire le mot politique, mais qu'est-ce que nous avons comme stratégie de façon annuelle pour pouvoir accompagner ces femmes? Parce que je suis persuadée que, je ne connais pas toutes les dames évidemment qui sont là, mais je suis peut-être persuadée qu'il y a des dames qui demain pourraient exporter leurs produits. Vous voyez, elles ne le font pas parce que bon, il n'y a pas tellement d'aide, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de souci. Il y a autant de choses, il y a autant de choses, comme je dis, faire une fois par an, c'est déjà très bien, c'est déjà une très bonne initiative, mais il ne faut pas se limiter à ça. Il faut réellement les entourer, réellement les encadrer pour les mener vers la prochaine phase en fait. Alors Patricia, vous m'avez donné juste quelques minutes. Je prends Patricia Nzolantima pendant 7 ou 8 minutes. Je vais parler de vous. Vous êtes jeune, directrice générale d'une entreprise en communication. Quel est votre secret? La prière. Je peux dire que mon plus grand secret aujourd'hui, c'est mes genoux, que je mets à terre tous les jours à 4 heures. Ça c'est déjà le plus grand secret de la réussite. Et ensuite, il y a l'acharnement dans le travail. Je me donne le moyen de réussir. Et en associant la prière, le travail, vous ne pouvez qu'avoir l'excellence. Mais quand vous parlez de la prière, il y a beaucoup de femmes, quand nous faisons des statistiques, ce sont plus les femmes qui prient, sinon elles seraient aussi émergentes, comme vous. Oui, mais comme je le dis toujours, la réussite, c'est une question de choix. Il ne doit jamais avoir quelqu'un qui va venir vous pousser à réussir si vous ne le voulez pas vous-même.
Et même, comme Dieu le dit, commence avec quelque chose et ensuite tu vas y arriver. Donc moi, je ne peux pas... tout le monde prie effectivement. Je ne vais pas beaucoup me focaliser sur ça. Oui, sur la question sur de la religion. question, oui. Ça, c'est une expérience personnelle. Quelles sont vos convictions? Mes convictions, parce que mon père m'a toujours dit le travail, la prière égale excellence. Et donc, pour moi, je marche avec ces principes-là. Ça, ce sont mes premiers principes déjà. Et ensuite, je me donne les moyens nécessaires de pouvoir vraiment y aller de l'avant. C'est pas évident de se retrouver dans un pays où la plupart des structures de communication et marketing sont dominées par les hommes. Donc, si vous n'avez pas le savoir et aussi vous ne vous donnez pas le moyen de réussir, bien sûr que vous n'allez pas vous y arriver. Justement, dans ce domaine des communications, les hommes ont la suprématie, c'est vrai, par rapport au poste, ils sont directeurs général, mais en soi, on a l'impression que ce sont plus les femmes qui s'intéressent à ce domaine. Est-ce une faiblesse? Je dirais non. Je prendrais par exemple le cas de notre structure, c'est que nous sommes présents dans 19 pays et dans tous les pays où nous sommes présents, sur les 19, nous avions 15 directrices générales qui sont à la tête. Pourquoi ? Parce que la femme, elle est, comme j'ai dit, elle a de l'intuition, elle est très intègre, elle respecte beaucoup des valeurs et une femme intègre, c'est une femme qui ne se compromet jamais, quelles que soient les difficultés qu'elle pourra rencontrer sur le terrain. Et je pense que maintenant, est-ce que par rapport aux hommes, les femmes s'intéressent à la communication? Quand on est à l'IFASIC, dans les auditoires, c'est plus les femmes que les hommes. Oui, mais la femme, elle est créative aussi, il ne faut pas oublier. Comme Patricia l'a dit tout à l'heure, c'est que la femme, elle a plusieurs facettes. Elle peut faire beaucoup de choses à la fois. Donc, peut-être que la femme, elle s'intéresse, parce que quand vous avez une femme dans une structure de communication, pendant la créa, elle a toujours des idées. Pourquoi? Parce qu'elle a de l'imagination, elle a de la créativité en elle, qui font que elle se surpasse. Alors peut-être que, et aussi parce que pour aimer la communication, le marketing, il faut être passionné. Si vous n'êtes pas passionné, vous pouvez pas, à un moment donné, vous allez vous dire c'est trop compliqué, j'arrête. Donc je dirais beaucoup plus pourquoi les femmes, parce qu'une femme, quand elle est passionnée, elle va jusqu'au fond de ce qu'elle est en train de faire. C'est peut-être ça la différence. Certaines personnes disent que parce que cela semble facile, il y a l'économie où il y a beaucoup de calculs, il y a la médecine où il faut faire autant d'années, il y a... Aucun métier n'est facile, croyez-moi, je vous assure. Vous ne pouvez pas savoir les nombres de fois où je pleure de larmes chaudes à la fin de ma journée. Pour vous dire, ce n'est pas du tout facile parce que justement, étant femme, vous rencontrez des gens qui ont une certaine méchanceté, qui vous bloquent. Et aujourd'hui, on est dans un phénomène où plusieurs personnes connaissant même vos capacités ne vous donnent pas des marchés, peut-être parce que vous êtes une femme ou peut-être parce que vous ne donnez pas des commissions. En parlant justement des marchés, il vous faut convaincre. Qu'est-ce que vous utilisez comme arme? Mais il y a d'abord, comme je disais tout à l'heure, il y a le savoir. Et puis, lorsque vous connaissez votre travail, vous n'avez pas besoin de faire des efforts. Ça va couler parce que vous connaissez. Qu'est-ce que nous vendons en communication? Ce sont des idées. Et pour vendre des idées, il faut cogiter, il faut être passionné. Donc, il n'y a pas un client qui connaît réellement son travail et dès que vous êtes en face de lui, il sait savoir, non, j'ai affaire à une bonne agence, j'ai affaire à un clown qui va venir récupérer l'argent. Voilà, parce qu'il faut convaincre, c'est ça. Vous ne pouvez que convaincre en communication. Vous avez dernièrement passé un séjour de 3 semaines aux États-Unis. De quoi il était question exactement? En fait, c'était le sommet de Young African Leaders, qui est un sommet initié par le président Obama, dont l'objectif, c'est de pouvoir choisir des jeunes leaders de chaque pays africain et les amener aux États-Unis. Donc pendant une semaine, vous suivez, il y a le sommet avec la plupart des politiciens, des entrepreneurs, des leaders américains, aussi étrangers. Et ensuite, les 2 semaines d'après, vous êtes envoyés dans des différentes villes pour suivre le mentorship par rapport dans le domaine auquel vous évoluez. Et pourquoi le choix a été porté sur Patricia Nzolantima? J'en sais rien, je dirais encore une fois de plus, ce sont mes genoux que je mets à terre parce que je n'ai pas forcé quoi que ce soit. Je vais vous raconter une histoire. En 2010, je suivais la première édition de Young African Leaders. Je vois le président Obama en train de parler aux jeunes et je regardais la télé et je dis j'aimerais bien pouvoir un jour faire partie de cette génération. Et ensuite, en 2011, je fais un rêve, c'est ça je crois au rêve. Je fais un rêve, je me retrouve au Capitole
avec plusieurs personnes. Et le président Obama était là. C'est juste ce rêve, je me réveille. Et cette année, au mois de mars, on m'a appelé pour me demander d'envoyer, c'est USAID, d'envoyer mon CV. Et j'ai envoyé le CV, j'ai envoyé tout ce que je faisais. Et puis ils ont envoyé la candidature à Washington. Mais bon, ça a duré au moins 3 mois. Mais ces 3 mois, je vous avoue que j'ai beaucoup prié. Et ça a marché? Oui, bien sûr. En tout cas, les gens qui vous suivent seront tentés. Hein, ceux qui n'ont pas encore expérimenté par rapport au genou, je crois que ça va porter aussi des fruits. C'est le plus, excusez-moi, je vais juste dire, c'est le plus grand succès, le plus grand chemin pour accéder à la réussite. Parce que les gens pensent toujours que, oui, avec vos prières et tout, mais je peux vous assurer que c'est le seul grand moyen de se dire que vous allez réussir et de dormir à l'aise. Il faut faire la part des choses, il y a prière et travail. Et travailler aussi. Et aussi, il n'y avait pas que la prière. Si j'ai été choisie, c'est aussi par rapport aux actions réalisées. Parce qu'il ne faut pas oublier, ce programme prend les personnes qui aident leur communauté. Parce qu'il ne suffit pas simplement justement de prier, de travailler. C'est que de quelle manière, lorsque nous travaillons, comment nous faisons pour aider ceux qui sont autour de nous. Parce qu'il y a des gens, vous pouvez travailler, mais tout ce qui vous intéresse, c'est vous. Il y a le côté égoïsme où c'est moi, et puis bon, les autres ne me regardent, ça ne me regarde pas. Et l'objectif des Young African Leaders, c'est que, étant leader, tu dois pouvoir aider ta communauté. Alors, vous avez passé 3 semaines de formation. Qu'est-ce qu'il y a eu de plus par rapport à votre expérience? C'est vrai que c'est dans un autre pays et pas n'importe quel pays, les États-Unis. Vous avez eu à rencontrer d'autres personnes, vous avez eu à voir comment ça se passe sous d'autres cieux. Qu'est-ce que vous avez eu à retenir principalement par rapport à votre métier de communication? Tout d'abord, j'étais à Cincinnati, qui est à Ohio, où j'ai été affectée pour mon mentorship dans une grande agence de communication marketing, où au fait justement j'ai appris toutes les nouvelles technologies. D'ailleurs, aujourd'hui, je travaille en partenariat avec cette agence. Et je pense que pour moi, ça a été un plus sur beaucoup de choses, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, en termes de communication, chez nous, vous voyez bien, les gens sont beaucoup limités à tout ce qui est affiches, flyers, vraiment la communication, je dirais, classique. Mais aujourd'hui, au niveau, aux États-Unis, ils sont beaucoup évolués dans tout ce qui est social marketing. Et le social network, Twitter, Facebook, les gens développent mettre un grand budget, beaucoup plus dans tout ce qui est social network, parce que c'est sûr que vous pouvez toucher une cible qui est partout dans le monde. Et donc, c'est vraiment beaucoup plus. J'ai évolué pendant mon mentorship dans cette structure qui m'a appris beaucoup de techniques que je pouvais apporter ici pour avoir plus-value dans ce que moi je fais ici. Alors, vous n'avez pas croisé les bras. Quand vous êtes revenu, il y a eu une séance de restitution. Nous prenons ce reportage qui parle notamment de votre séjour aux États-Unis. Et juste après, ça sera quelques minutes avec Patricia. 3 semaines d'échanges, de perfection et d'acquisition de nouvelles expériences, c'est ce qu'on peut retenir du séjour de 2 jeunes leaders congolais aux États-Unis afin de participer au sommet de l'innovation au partenariat du mentoring organisé par le gouvernement américain. Ils nous ont montré comment eux ils ont commencé, comment ils ont réussi. Nous avons été reçus par Madame Hillary Clinton qui nous a aussi parlé de tous les progrès que l'Afrique avait déjà réalisés et que l'Afrique était sur le bon chemin et qu'il fallait continuer à réaliser ces progrès, qui avait de l'espoir pour l'Afrique et que nous sommes des ambassadeurs pour dire à tout Africain qu'il y a de l'espoir pour l'Afrique. Nous avons eu un sommet pendant 3 jours où on a eu plusieurs présidents d'entreprises qui sont venus nous expliquer leur vision de l'entrepreneuriat. Ce programme de développement professionnel axé sur l'esprit d'entreprise et l'innovation va contribuer au développement de la RDC à partir des connaissances acquises par ces derniers. Moi, personnellement, j'ai été à Seattle, qui est la cité qui regorge du plus grand nombre d'ingénieurs dans les télécoms aux États-Unis. Les plus grandes leçons que nous avons apprises durant cette période de partenariat, pour moi principalement, étaient entre autres le fait de savoir intégrer les personnes ou les capitaux nécessaires pour pouvoir se développer. La formation, je l'ai eue à Ohio, à Cincinnati, où j'ai travaillé dans une société spécialisée en marketing, une grande structure. Et après cela, pendant que j'étais à Ohio, j'ai eu à participer à Goa. Il y a quand même la plus grande conférence en termes d'échanges
en entrepreneuriat, business. Ce programme du gouvernement américain a été mis sur pied pour construire les relations États-Unis-Afrique notamment. Cette initiative s'est commencée en 2009, après le discours du président Obama au Ghana, au Parlement au Ghana. Il a souligné certains thèmes qui sont importants pour les États-Unis envers son politique avec l'Afrique. Et l'un de ces thèmes, c'est d'avoir un échange avec les jeunes leaders africains, parce qu'ils composent 60% de la population de ces continents. Malgré le retard enregistré du côté de la RDC, ces jeunes leaders entrepreneurs disent être ouverts pour le partage des expériences dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors, c'était là l'expérience de Patricia Nzolantima. Patricia Veringa, je suis avec vous maintenant pour quelques minutes. D'abord, un petit commentaire par rapport à tout ce que Patricia Nzolantima a eu à évoquer tout à l'heure. Je trouve que c'est très très bien. Elle a eu l'occasion de m'expliquer ça, on va dire en privé. Et c'est vraiment très 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 bien. Ça montre quand même que les gens bougent, que les femmes bougent, qu'il y a des choses qui se font dans ce pays et que définitivement on va de l'avant. Peu importe ce qui se passe dans le pays, mais on va de l'avant. Oui, il y a de l'espoir, comme on l'a dit tout à l'heure. De vous, il faudrait retenir que vous êtes responsable de Job Factory, qui est une entreprise de recrutement, de placement. Alors, pourquoi avoir choisi ce domaine qui semble un peu être difficile dans un contexte où le pays n'offre pas assez d'opportunités d'embauche? Il y a le climat des affaires qui posait problème à un certain moment. Pourquoi avoir choisi ces domaines, Patricia? Eh bien, quand j'ai décidé donc de monter Job Factory, c'est simplement parce qu'il y avait un besoin sur le marché. Il y avait un besoin sur le marché. Donc, ça veut dire qu'il y avait des demandeurs, il y avait des clients demandeurs, mais pas de candidats, ou du moins, ils ne savaient pas où trouver les candidats. Donc, c'est qu'il y avait un besoin. Alors, quand vous dites qu'il n'y a pas assez d'entreprises, il n'y a jamais assez d'entreprises dans un pays. Donc, nous devons travailler à améliorer de façon permanente et constante l'environnement des affaires. D'ailleurs, il y a la semaine prochaine une sorte de conférence là, qui va être lancée à ce sujet-là, organisée d'ailleurs en partenariat avec le climat des affaires et la fédération, la Fédération des entreprises du Congo, donc la FEC. Mais donc, il y avait un besoin. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il y avait des entreprises qui avaient besoin de trouver du personnel et qui ne savaient pas à quelle porte taper, qui ne savaient pas comment faire, et puis qui voulaient du personnel qui soit qualifié. Pas juste des gens, parce que bon, des gens dans la rue, il y en a, mais du personnel compétent, qualifié. Et donc voilà comment est venue l'idée. Et puis après, il faut professionnaliser. Est-ce que vous recevez des candidatures tous les jours, des gens qui doivent travailler, qui viennent chercher de l'emploi? Quelle est la proportion des candidatures féminines? Je ne pourrais pas vous dire exactement, mais bon, on est en ville, hein, enfin on est à Kinshasa, oui, donc je pense que l'écart entre hommes et femmes ou entre jeunes hommes et jeunes femmes n'est pas énorme. Je ne ressens pas le fait qu'on ait que des... Enfin, on est beaucoup plus d'hommes ou beaucoup plus de femmes. Non, ça je ne le ressens pas, c'est selon les métiers. Mais sinon, non, je ne ressens pas trop fort cet écart-là en tout cas. Peut-être, comme je dis, parce que nous sommes en ville, peut-être que si nous étions dans une autre région du pays, on pourrait le ressentir. Mais non, et toujours par rapport à cette expérience des recrutements, est-ce que les filles vous posent trop des problèmes ou il n'y a pas des particularités entre hommes et femmes? Vous sentez que c'est une fille, généralement on dit il y a un peu de légèreté, il n'y a pas trop de conscience. Est-ce que vous avez ces genres de difficultés? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai pas, non, pourquoi est-ce qu'une femme serait plus légère qu'un homme ou un homme moins compétent? Enfin non, on n'expérimente pas ces choses-là parce qu'on a autant de candidats hommes qui viennent dans des accoutrements impossibles, comme effectivement des femmes aussi qui se rendent pas compte qu'elles viennent solliciter. Mais quand c'est une femme, c'est aussi flagrant qu'un homme. C'est exactement la même chose. Un homme qui vient avec un t-shirt et un jeans plus ou moins troué pour venir solliciter, c'est problématique. Une femme qui vient avec des cheveux rouges et verts sur la tête, enfin, je veux dire, c'est le même problème. Donc il n'y a pas tellement de différence. Et nous, justement, on conseille à ces gens-là, enfin, on leur explique qu'arriver comme ça pour chercher de l'emploi, ils ne risquent pas de trouver de l'emploi en fait. Généralement, les candidatures féminines sont encouragées et on voit que c'est repris à chaque fois sur les bas des pages d'offres d'emploi. Mais quand on constate au finish, bon, c'est peut-être parce que les femmes n'occupent pas des postes assez stratégiques, mais on constate que les femmes ne sont pas assez représentées aussi dans les entreprises que ça. Bon, je ne sais pas si elles ne sont pas assez représentées. En général, même quand on regarde dans le monde, les femmes sont présentes sur le monde de l'emploi, mais c'est plutôt à des postes cadres.
Voilà. À des postes de direction, à des postes de dirigeants, il n'y a pas assez de femmes. C'est ça le problème. C'est la discrimination. C'est pas tellement... discrimination, c'est peut-être un grand mot, mais peut-être qu'il faut aussi voir, est-ce que les femmes... Je veux dire, si au niveau de la RDC, on est plus ou moins dans les mêmes moyennes que les pays européens, qui sont censés être quand même beaucoup plus avancés que nous, c'est que la problématique est la même, c'est que la base est la même. Peut-être que pendant un long moment, beaucoup de femmes se disaient « ça ne sert à rien, c'est trop compliqué d'essayer d'arriver plus haut » et donc se limiter à des fonctions peut-être de middle management, comme on dit. Mais sinon, non, je pense que la RDC a la même proportion que quasiment le reste du monde, donc ça veut dire que nous sommes au niveau comme les autres. Donc il n'y a pas de racisme particulier, c'est totalement vrai qu'il y a un niveau dans les postes cadres, on va mettre un peu moins de femmes parce qu'on va expliquer qu'elles ont des enfants, que ceci, que cela. On a presque l'impression qu'elles ont des enfants seules, ces femmes. Mais enfin bon, oui. Puisque naturellement, la charge des enfants, c'est la mère qui s'en occupe, naturellement. Oui, oui. Mais par rapport à nos traditions, parce que si on s'est référé à l'Occident, c'est pas pareil. Hein. Oui, bien sûr, mais bon, alors il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas pouvoir prétendre que nos traditions nous disent de faire A, et puis que finalement, dans la vie de tous les jours, on veut vivre différemment. Donc il faut savoir, on ne peut pas une fois employer la tradition, et puis une fois pas. On ne peut pas, moi en tout cas en tant que chef d'entreprise, on ne peut pas venir me dire qu'on n'est pas venu ou qu'on est arrivé en retard ou qu'on n'est pas parce qu'il y a un enfant qui était malade. C'est des choses, c'est des raisons que moi je n'accepte pas. À partir du moment où on travaille, on s'organise quand on a un foyer. Mais justement, par rapport à cette question d'organisation, est-ce qu'il ne faudrait pas que les hommes soient un peu plus doux par rapport aux femmes dans la répartition des tâches? Parce qu'il faudrait qu'il y ait des concessions, c'est ce que je voulais dire. Les hommes ne restent pas ouverts à ce point-là. Mais de nouveau, ce n'est pas un problème qui est congolais ou qui concerne le quinoa. C'est un problème qui est mondial. Si vous lisez de nouveau autant d'études qui sortent aujourd'hui par rapport à ce rapport homme-femme, on dit encore et toujours que dans les pays entre guillemets les plus avancés que nous, eh bien que c'est toujours la femme qui à 60% s'occupe des tâches ménagères, s'occupe des enfants. On parle des pays qui sont censés être beaucoup plus développés que nous. Donc le problème, à mon avis, c'est même pas la tradition ou la culture, c'est que ça a été instauré comme ça depuis très 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 longtemps, en général dans le monde, et ben, les hommes ont un peu de mal à lâcher ce pouvoir qu'ils ont acquis. Est-ce parce que nous sommes plus puissantes, plus fortes? Alors, il y a une question qui me revient en tête, je l'ai posée aussi à Patricia Nzolantima, mais je crois que je dois aussi revenir à vous. Quel est votre secret? Oh, je crois que le secret, je crois que travailler, c'est, je veux dire, il n'y a pas de, c'est pas quelque chose de facile. Ça demande beaucoup d'organisation, ça demande beaucoup de rigueur de soi, ça demande beaucoup de persévérance. Ça, c'est parfois quelque chose qu'on n'a pas toujours. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est très très vite découragé, pas spécialement au Congo, mais le monde du travail en général n'est pas facile et le monde de l'entrepreneuriat n'est pas facile. Et donc, il y a des raisons pour être très 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 vite découragé. Regardez en Europe, en général, une entreprise qui ouvre après, dans les 3 premières années, en général, va faire faillite ou va fermer. On parle des PME. Oui. Donc, bon, voilà. Mais il faut savoir être persévérant. Il faut, peut-être qu'ici, on a 2-3 soucis en plus. Mais sinon, c'est la persévérance, à mon avis. Et puis, vouloir y arriver. Hein, je veux dire, voilà, la persévérance, c'est parce qu'on a un but. Et quand on a un but, normalement, ben, le but, c'est d'atteindre, c'est d'arriver à ça, à ce but-là. Et pour arriver à ce but-là, ben, il faut être persévérant. L'idée vous est venue de quelque part, il y avait le besoin. Oui. Mais pour matérialiser cette idée, il fallait avoir des moyens. Je suis curieuse de savoir qui était derrière vous. Ah, pourquoi est-ce que derrière une femme, il y a toujours quelqu'un? On ne pose pas cette question-là aux hommes. Pourquoi est-ce que derrière une femme, il devrait avoir quelqu'un? À part Dieu, à part notre Dieu Tout-Puissant, qui d'autre? Pourquoi est-ce qu'il devrait avoir quelqu'un? On a des idées, on fait ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'on a la chance, le privilège d'avoir été assez éduqué que pour savoir comment est-ce qu'on montre une entreprise et on suit les étapes qu'il faut. Vous me parlerez peut-être d'argent, ben, même ça, c'est aussi une étape. C'est-à-dire que quand on monte une entreprise, on fait un business plan. Dans le business plan, on sait l'argent. Brièvement, là, donnez-nous quelques stratégies, parce qu'il y a évidemment des gens qui ont des idées, mais qui ne savent pas comment monter une entreprise. C'est quand même une opportunité, parce que l'émission sert à tout ça aussi. Donnez-nous quelques... Après, je crois qu'on ne va pas, sur ce plateau, en 1 heure qu'on partage maintenant, je ne pense pas qu'on va pouvoir donner 1000 et une stratégies non plus. Mais je veux dire que moi, aujourd'hui, ça fait 22 ans que je travaille
Donc en 22 ans de travail, j'ai quand même, j'ai travaillé, j'ai aussi pas mal étudié. Donc forcément, j'ai appris des choses qui ont permis que j'arrive à ce résultat. Vous voyez, donc c'est pas en une heure ou en 3 minutes que je vais vous dire, voilà, si c'est vous pas un faites bâton ça, magique. voilà, si vous faites ça, ça va être facile, ça va se faire. C'est pas vrai du tout. Mais effectivement, au fur et à mesure, on apprend. Il y en a qui apprennent, qui vont apprendre sur les bancs de l'école. Pas absolument ici, mais au niveau de l'université, il y a autant de formations qui se donnent. Mais je crois qu'il y a effectivement des étapes à suivre, des étapes logiques. Et je constate qu'ici, oui, il y a des étapes logiques. Ici, souvent, les gens, quand ils font du business ou de l'entrepreneuriat, c'est juste parce que le voisin a fait quelque chose qu'ils le font, hommes comme femmes. Ils vont jamais, genre, beaucoup d'entrepreneurs au Congo, c'est comme ça. L'autre vend, je ne sais pas, vous avez été à Dubaï, tout le monde va à Dubaï. Oui, voilà, donc ça, ce n'est pas les stratégies. Alors évidemment que 6 mois, 1 an après, ils n'existent plus. Donc forcément, il y a des stratégies à suivre. La première chose à faire, c'est un business plan. Parce que le business plan va reprendre tout ce dont on a besoin pour avoir une entreprise qui est prospère. Ça ne veut pas dire que ça garantit à 100% la réussite. Il y a des facteurs socio-économiques, on n'y peut rien. On a eu ici nos élections qui ont un peu paralysé le pays, c'est des réalités. Ça n'a pas fonctionné pendant ce moment-là, c'est des réalités, donc c'est très difficile pour une entreprise. Vous voyez, le climat des affaires, on en parlait. S'il y a 2, 3 choses qui ne sont pas faites dans un pays, on n'a pas sécurisé l'investisseur, mais il ne vient pas. S'il n'y a pas d'investisseur, peu importe ce que vous entreprenez, après, vous ne pouvez pas vendre votre produit, votre service ou votre savoir-faire. Vous voyez, donc il y a beaucoup d'éléments. Mais je pense que déjà avec un business plan, si les gens faisaient réellement des business plans, ils auraient une idée que voilà, mon entreprise est censée fonctionner, je prends beaucoup de risques, je n'en prends pas. En termes de moyens, est-ce que mes économies que j'ai mis de côté vont vraiment suffire à me faire tenir 6 mois sans gagner de l'argent, 1 an, etc. Donc je crois que c'est ça la base en fait. Et sur cette question des moyens, aujourd'hui on a un problème assez récurrent sur l'accès au microcrédit, surtout par rapport aux femmes. On l'a suivi dans le reportage sur l'entrepreneuriat féminin. Ces femmes pouvaient avoir accès à des crédits pour peut-être encore maximiser leurs recettes ou mieux vendre ce qu'elles font, mais ça demeure un réel problème. Patricia, vous pouvez aussi intervenir, Patricia Nzolatima, par rapport à cette question. Comment pensez-vous que le pays peut améliorer cette question d'accès au microcrédit par rapport aux femmes? Mais je vais répondre, peut-être laisser la parole à Patricia à côté de moi, mais je pense que ce n'est pas toute la solution. Je pense que le crédit en tant que tel n'est pas toujours toute la solution. Je pense que parfois, on n'évalue pas. Vous savez, un crédit, ça veut dire qu'on vous donne quelque chose et que vous devez le rendre fois autant. Vous voyez, donc ce n'est pas toujours idéal. Je pense qu'on ne va pas assez vers les pistes de partenariat, par exemple, les pistes communautaires, les pistes comme font les, comment on appelle ça, je ne trouve pas le terme pour l'instant, les coopératives, vous voyez. Et ça démontre peut-être que les gens ne veulent pas travailler les uns avec les autres. Or, c'est plus facile quand on collabore, quand on travaille ensemble, même en termes de finances, c'est plus facile que quand on veut absolument le faire seul, vous voyez. Et je crois qu'il y a ce problème-là. Donc, je suis certaine que des femmes, parce que quand on parle microcrédit, on parle d'une catégorie de personnes, hommes ou femmes, c'est peut-être pas énormément d'argent, mais en se mettant à plusieurs, bien souvent, on minimise le risque, on a plus de sous. Si c'est une question de finance, on a plus de sous, donc forcément on peut faire des choses. Donc le crédit en tant que tel, le microcrédit n'est pas la solution unique. On se focalise trop sur ça et on se dit que, regardez aujourd'hui, enfin de nouveau dans les statistiques, beaucoup de gens qui ont pu avoir des microcrédits ici par les organismes qui sont arrivés, disons récemment, les 5 dernières années, beaucoup sont tombés parce que les intérêts étaient trop lourds, parce que. Donc ce n'est pas ça la solution. Donc c'est pas, à mon avis, c'est un peu un faux problème ou une fausse solution, je vais le dire comme ça. Vous avez tout à l'heure parlé du travail, il faut former, il faut qu'il y ait des gens compétents par rapport à la demande de l'employeur et vous y travaillez. On a fait un reportage récemment où vous avez lancé une formation à l'UPenn. Nous prenons ce reportage et puis on va revenir au débat. Le débat sera ouvert à vous toutes. Détenir un diplôme est une chose, trouver un emploi en est une autre. C'est dans cette logique que l'agence des recrutements Job Factory, en partenariat avec la Robank, a ouvert une session de formation en vue de permettre aux étudiants de l'Université pédagogique nationale d'entrer du bon pied dans la vie professionnelle.
À travers cette session, Job Factory entend renforcer la capacité de ses futurs employés dans certains domaines, à l'instar du management, de la technique de l'élaboration des projets et des ressources humaines. Et on va essayer de leur inculquer des petites choses dans des domaines bien spécifiques, pratiques, de façon à ce que demain matin, quand nous allons les proposer sur le monde de l'emploi, ils aient certaines connaissances, oui, des connaissances pratiques, ce qui manque très souvent. Il y a des formateurs qui sont au PNUD, donc des personnes qui exercent au PNUD, des personnes du secteur privé totalement, plus certains formateurs ici. Donc on a vraiment mélangé pour apporter le plus et le meilleur possible à ces gradués, de façon à ce que vraiment ils aient réellement un plus en finissant la formation pour être donc proposés sur le marché de l'emploi. Environ 200 étudiants ont répondu favorablement à cette session qui durera 3 semaines, soit du 6 au 28 août prochain. Voilà. Patricia Nzolantima, un commentaire de votre part? C'est une très très bonne idée, une très bonne initiative. Nous en avions parlé il y a une semaine avec Patricia, justement, parce qu'on se rend... Enfin, je pense que ce que Patricia fait, c'est une très très bonne chose. Beaucoup d'étudiants ne se rendent pas compte souvent de certaines réalités une fois terminé le cursus universitaire. Et donc je pense que ces formations, c'est une façon de les préparer à un autre monde une fois terminé, et aussi de se rendre compte de certaines réalités. Parce qu'aujourd'hui, voilà, oui. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, vous savez que seul le diplôme ne suffit pas. Il faut une formation, il faut de la rigueur, et je pense que toutes ces formations fera que demain, quand ils vont terminer, ils pourront se dire, voilà, je sais exactement ce que je veux et vers où m'orienter, ce qu'on attend de moi, vers où je suis en train de m'orienter et quel est mon objectif. Parce que c'est ça, justement, comme on parlait de secret de la réussite, c'est de savoir exactement là où nous sommes en train d'aller pour pouvoir rester fixés sur l'objectif. Alors, vous êtes toutes deux gestionnaires d'une manière ou d'une autre. Quels sont les principes? Il ne faut pas qu'on aille trop dans la théorie, mais par rapport aux femmes qui nous suivent maintenant, même des hommes, parce que cette émission est destinée à tout le monde, quels sont les principes, des bases qui peuvent permettre aux gens d'être des bons gestionnaires? Patricia, vous avez déjà la parole, Nzolantima, bien sûr. Personnellement, je dirais la rigueur, parce que étant femme, c'est pas toujours facile de gérer les hommes. Quand je parle des hommes, de gérer toute une équipe, c'est quelque chose qui est très très difficile, mais je pense qu'en ayant la rigueur, vous allez essayer de communiquer votre vision également au même moment. Et je pense qu'aujourd'hui, pour être leader, parce qu'un manager n'est pas forcément un leader, un gestionnaire n'est pas forcément un leader. Et un leader, donc gestionnaire, doit avoir, il y a les qualificatifs qu'il faut y avoir, c'est surtout savoir partager sa vision. Lorsque vous partagez votre vision avec votre équipe, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, le fait que votre équipe sache où vous êtes en train d'aller, elle va vous rester fidèle et elle va travailler pour pouvoir atteindre ses objectifs avec vous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, également l'intégrité. L'intégrité, si votre équipe voit de quelle manière vous vous comportez, de quelle manière vous gérez la structure, ils vous resteront fidèles. Là, ça fait vraiment partie des cas d'un leader. Parce qu'un gestionnaire, c'est un leader. Parce que tu leads, c'est conduire les gens, c'est guider les gens vers un but bien déterminé. Vous voyez, donc, en même temps, mais la rigueur est plus que tout. Parce que si vous, en tant que gestionnaire, vous arrivez à l'heure, vous travaillez plus que les autres, comme dites à un moment donné, vous dites toujours, quand il y a un problème qui se passe dans la structure, vous dites, moi, je peux faire votre travail, mais vous ne pouvez pas faire mon travail. Vous voyez pourquoi vous avez plusieurs... Vous êtes un modèle. Voilà, vous devez être un modèle et vous devez surtout... Et c'est la rigueur. Il n'y a pas de secret aujourd'hui en termes sur le plan professionnel si ce n'est la rigueur. Parce que si vous remarquez bien, il y a plusieurs structures aussi qui peuvent tomber en faillite et d'autres lorsqu'il n'y a pas la rigueur. Quand il y a la rigueur, je vous assure que vous avancez et même un client vient vers vous parce qu'ils savent que là, je sais que j'aurai la rigueur. Il n'y a pas de laisser aller. Donc ça, pour nous, je pense que si il faille dire quelque chose par rapport à ça en tant que bon gestionnaire, je dirais vraiment avoir de la rigueur et beaucoup de personnalité. Personnalité, pourquoi? Parce que vous êtes souvent en face des personnes également qui vous intimident aussi, hein, et aussi, surtout, vous gérez. Nous, on est là, vous gérez l'argent des clients, vous gérez un budget de clients. Si vous n'avez pas la rigueur, vous n'avez pas la personnalité, vous pouvez facilement vous perdre. Vous savez, c'est pas évident, surtout en tant que femme. Et donc, la rigueur te permettra de se dire non, ce n'est pas à moi, je ne suis qu'un gestionnaire. Ça veut dire que j'ai des comptes à rendre.
Et le fait de le savoir, ça vous permet de pouvoir justement transmettre cette vision à votre équipe qui va adhérer à votre vision, qui va vous aider à aller de l'avant parce que c'est un travail d'équipe. Hein. Il ne faut pas oublier, on est gestionnaire, mais si votre équipe ne travaille pas avec vous, vous n'allez jamais atteindre vos objectifs. L'intégrité, la rigueur, Patricia. Oui. Elle a cité sur la fin ce que moi je trouve très important, la rigueur. C'est bien sûr transmettre la vision, comme elle a dit, ça aussi c'est très important. Et effectivement, pouvoir bien s'entourer. Parce que ça, c'est aussi une problématique. Je le constate parce que je suis dans plusieurs entreprises, organisations de femmes. Et j'ai déjà constaté que souvent les femmes, quand elles ont une bonne idée, un bon business, etc., elles vont souvent vouloir prendre des personnes qui ne sont pas du tout à niveau et être entourées en fait, de ces personnes-là. Forcément, elles ne peuvent pas aller de l'avant parce qu'en fait, à un moment, enfin, on ne peut pas faire les choses. Oui. Absolument, on ne peut pas faire les choses seules. Moi, je vais vous dire que si Job Factory est là où il est aujourd'hui, vous êtes bien entouré. C'est parce que j'ai une très bonne équipe. Sans mes collaborateurs, je ne peux pas... C'est mixte. On a un peu plus de femmes que d'hommes. Wow. J'ai une préférence pour les femmes. De façon générale, j'ai une préférence pour les femmes parce qu'en tout cas, les femmes que j'ai pu côtoyer dans Job Factory sont des femmes plutôt courageuses, plutôt organisées. Mais les hommes qui sont dans Job Factory sont des gens qui ont beaucoup de créativité aussi, qui aiment le travail qu'ils font. Et je crois que peut-être que ce qui est peut-être spécifique à nous, c'est que nous donnons beaucoup de liberté, mais donc de responsabilité aux gens. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas tellement dans les mœurs ici. Ici, en général, le patron, c'est le grand décideur de tout, dans tout et pour tout. Or, chacun est dans son coin quand les patrons arrivent. Voilà, exactement. Or, chez Job Factory, on a des idées, on ne sait pas trop... Oui, absolument. Or, justement, chez Job Factory, la seule personne qui a sa porte ouverte dans des bureaux, c'est moi. Les autres ont tous des portes fermées, sauf moi. C'est-à-dire que vers moi, les gens peuvent venir à tout moment, donnent leurs idées, etc. Et même, je les pousse dans ce sens-là. Et ça, c'est très important parce que du coup, alors, le projet leur appartient aussi. Vous voyez, ça c'est important. Le projet leur appartient aussi. Et quand ça leur appartient aussi, quand ils sont entendus, quand ils peuvent partager leurs idées et qu'on les met, on met ces idées-là on les met en place, on les exécute, eh bien ils se sentent forcément fiers. Vous voyez, et je crois que ça c'est aussi la clé du succès, c'est la clé d'une certaine réussite à mon avis. C'est ça, c'est l'équipe de laquelle on s'entoure. Il doit être une bonne équipe, mais on doit pouvoir leur transmettre ça en fait. Alors, femme au foyer, femme travailleuse, quel est votre point de vue sur cette question? Ou votre choix personnellement? De toute façon, moi, si je suis là, c'est parce que j'ai fait le choix d'être femme qui travaille, je veux dire. C'est pour ça qu'on m'avait invitée, parce que je travaille. Donc, ça veut dire que clairement, j'ai fait le choix. Et j'ai fait le choix de façon très lâche, parce que je sais très très bien que être femme au foyer est certainement le métier le plus dur. Si demain, en tout cas, je pouvais militer dans le social, dans un futur, que ce soit ici ou ailleurs, je crois que la Suède a déjà commencé à le faire, on rémunère les femmes au foyer. C'est le métier le plus dur. Et comme je vous dis vraiment de façon très lâche, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. J'ai des enfants, j'ai beaucoup d'enfants même, si je puis dire. Et franchement, je trouve ça admirable, admirable. Pour moi, les femmes au foyer sont celles qui méritent les plus grands titres, celles qui méritent les meilleurs salaires, parce que c'est un travail qui est quasiment non-stop. Alors, nous prenons notre rubrique Femme de la semaine. Il s'agit d'Epauline Mona. Elle est aussi entrepreneure. Elle a aussi investi dans ce pays et nous allons la suivre. Pauline Mona Kayoko, la fille de papa Kalonga Mujimba et maman Bombo Mujaya, la mère de 7 enfants, mariée par M. Béa Dabo. Femme, épouse, mère, chef des entreprises, amie, Pauline Mona est une femme entrepreneur très avertie. Elle s'est façonnée avec le temps du tout petit commerce au grand. Aujourd'hui, on ne saura parler des femmes entrepreneurs de la RDC sans la citer. Moi, je suis opérateur économique de carrière. Ça veut dire que je fais toute ma carrière. J'ai parcouru tout. Et l'expérience m'a rendu sage.
Ça veut dire que je ne suis pas commerçant qui a commencé par, je peux bien te dire le terme, par le ciel. Celle qui aujourd'hui est devenue la présidente des femmes entrepreneurs de la République démocratique du Congo raconte que tout a commencé comme de la blague par un petit commerce qui avait comme souci épauler son enseignant des maris dont les salaires ne pouvaient nouer les 2 bouts du mois. J'ai commencé au marché et là-bas je vendais l'arête. Ça veut dire les costumes, les brasseurs, les couches, les slips bébés, et tout ce qui est... C'est ça ce que j'ai commencé avec. Tu vois ça, c'est le luxe, non? Maintenant, quand j'ai commencé le magasin avec le registre de commerce en 1986, tu peux calculer. 1986, moi j'ai pris la première registre de commerce avec l'identification nationale. Et là, j'ai mis Monalux comme établissement. C'est là où ça vient de luxe. Parce qu'après tout le parcours là, j'ai ouvert un magasin de luxe à Lubumbashi. Je partais à Napoli. Vous voyez bien Napoli, ça? Rome, Italie. Au quitter l'aéroport de Rome, au train, au à Napoli, et si ma cuisine et ma usine, ma soulier, ma sac, ma ceinture. Oui, nous sommes comme marque italienne déshabillée. Na Napoli, la capitale, il y a Baïsé. Et je partais là-bas. Pourtant, malgré son évolution dans l'entrepreneuriat, Pauline Mona, dite Monalux, caresse des grands rêves. Je suis en train de chercher à aller sur l'industrie. Je vais être une femme qui gère les industries ouvrières. Ça veut dire que ce n'est pas une seule, bien un seul, c'est une industrie qui va commencer et qui va aller de 1 à 1. À part ça, je dois construire les monuments, ça veut dire des bâtiments à niveau, en étage. Je rêve de construire ici un mall à côté de la station ML ici. Je vais mettre un mall de 6 niveaux. À 6 niveaux, premier niveau, je vais mettre les supermarchés et la banque en côté. Deuxième niveau, je vais mettre tous les restaurants militaires internationaux, KFC et McDonald's, je ne sais pas quoi, que tu connais les restaurants là. Et troisième niveau, je vais mettre des agences, ça veut dire pour acheter les billets, aller, et Wabora, et ça, je ne sais pas quoi. Et quatrième niveau, je vais mettre toutes les boutiques internationales. Tu connais les Nike, comme tu vois. Et sixième, kuna na top, kuna likolo na roti antenne ML et à radio. Ses rêves, elle pense les matérialiser avec l'aide des partenaires et poser un grand monument à la place dite Station Ma Campagne, qu'elle qualifie de plaque tournante de toutes les grandes transactions. Alors, c'était là notre femme de la semaine, Pauline Mona. Patricia, je suis à vous. Est-ce qu'il est toujours facile de travailler, d'avoir des enfants, de concilier le ménage et le travail? C'est pas aussi facile? Non, c'est pas facile, non. Comme je vous ai dit, ça fait 22 ans que je travaille et j'ai eu tous mes enfants pendant que je travaillais. Justement, ça demande de l'organisation et en fait, je veux insister parce que beaucoup de femmes prennent ça pour prétexte ou comme prétexte le fait qu'on ait des enfants, qu'on a un mari, qu'on a un foyer. Beaucoup prennent ça comme prétexte alors que moi, je dis que c'est faux. Certes, ce n'est pas facile, ça c'est vrai, ce n'est pas facile, mais ça nous apprend à être encore mieux organisés peut-être que d'autres. Alors, un dernier mot par rapport à notre sujet du jour qui était femmes, l'entrepreneuriat féminin. J'allais dire femmes et entrepreneuriat, c'est la même chose. Qu'est-ce que vous direz pour inciter les femmes à aller de l'avant?
Bien, justement, retroussons nos manches et puis allons-y aujourd'hui, demain, après-demain, commencez. Mais surtout, mesdames, faites-le de façon formelle. N'allez pas dans l'informel, parce que ça ne mène nulle part. Allez de façon formelle, et de nouveau, ça c'est un appel évidemment à notre État, faciliter la tâche aux femmes, à ces femmes entrepreneurs, à ces femmes petits commerçants, comme on dit. Il faut peut-être créer des mécanismes pour ça. En tout cas, ça existe parce que j'ai vu faire ça en Côte d'Ivoire, donc il y a des moyens de faire les choses. Regardons un peu nos voisins, et puis voilà, faisons pareil. Patricia Nzolantima, vous avez la parole. Oui. Ben, je dirais la même chose que Patricia, c'est les femmes doivent oser. Il faut oser, ne pas avoir peur, parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat n'est pas chose facile, hein, je vous assure, mais il faut le vouloir et il faut croire en ce rêve comme Madame Mona. Donc je pense qu'elles doivent se décider. D'abord, la réussite, c'est une question de choix. Se décider, trouver le créneau qu'on aime le plus, parce que l'entrepreneuriat, c'est en même temps, il faut aimer ce que l'on fait. Parce que sinon, on ne l'aime pas, à moindre difficulté, vous pouvez abandonner, comme on a dit, parce que ce n'est pas un métier, ce n'est pas facile. Et la même chose que Patricia Quisquez a dit, c'est de pouvoir aussi demander au gouvernement de pouvoir aider toutes ces femmes qui ont des bonnes idées, parce que les idées n'en manquent pas, les femmes, elles ont des idées, et voir de quelle manière pouvoir les faciliter la tâche, et parce qu'il y a ceux qui ont des projets, mais n'ont pas de moyens. De quelle manière pouvoir faire pour vous les aider. Autre chose que je veux rajouter, comment elles doivent se lancer, c'est qu'aux États-Unis, la plus grande réussite des Américains, c'est que l'Américain a une idée, il va voir son ami qui a des moyens, ils se mettent ensemble et ils réalisent quelque chose. N'est pas toujours attendre de moyens. Nous, l'Africain, veut tout avoir les 100%, parce qu'il veut être appelé patron. Or, si on consolide nos efforts ensemble, nous allons avoir beaucoup de femmes entrepreneurs ici, énormément, et nous allons créer des emplois. Encore l'unité. L'unité, c'est le mot qui revient toujours dans nos émissions femmes. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. C'était un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau femmes, de Patricia bien sûr. On se retrouve jeudi prochain parce que les questions concernant les femmes, il y en a toujours et il y en aura. Avec Yenbou, allez aussi loin que vos rêves. Lorsque vous avez exigé des meubles, Yenbou vous a offert ceux de vos rêves. Et maintenant, profitez d'une offre complète. Salon, table, cuisine, salle à manger, salle de bain et chambre à coucher. De la conception par nos architectes à la réalisation, jouissez des produits faits sur mesure en fonction de vos goûts. Un bureau splendide, pourquoi pas? Ah, ça irait bien pour une salle d'attente. Chez Yenbou, profitez de la garantie offerte en fonction du meuble commandé, mais aussi d'une livraison gratuite pour des commandes de Kinshasa. En outre, Yenbou propose une franchise à tous les magasins de meubles. Pas de royalties, pas de suppléments, c'est gratuit! Un rêve qui devient réalité. Magasin usine situé à la 15e rue Limité, industriel numéro 10 à Kinshasa. Salon, table, cuisine, salle à manger, salle de bain et chambre à coucher, le tout vous est offert par Yenbou Group.